On va introduire à deux voix cette projection débat. Et puis, voilà, je vais commencer à vous donner quelques éléments complémentaires de lecture, d'interprétation. Avec Blandine, on a décidé de vous inviter à réfléchir à trois axes, en fait. Trois axes autour desquels on pense qu'on peut engager une discussion ensemble. Je laisserai la parole ensuite à Blandine, qui souhaite rebondir sur ces trois axes. Et puis ensuite, on vous invitera à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Donc, le documentaire de Blandine que l'on vient de voir, c'est un support que je qualifie volontiers d'extraordinaire, dans les deux sens du terme. Il est singulier dans sa construction, 18 ans de vie, filmé et concentré en 54 minutes. Il sort donc de l'ordinaire précisément car il ne relève pas de la fiction. Aucun des passages que vous avez vus ne relève de la fiction. L'expérience du vieillissement qui nous est présentée ne se rejouera donc pas deux fois. C'est le vieillissement tel qu'il se vit, dans la réalité des vies quotidiennes. Ce documentaire commence, on peut le dire, par la fin. La fin du film, la fin de la vie. On voit les mains de Gisèle allongées dans son lit et on entend les mots de Blandine. Une scène introductive sur la vie et la vieillesse, sur le vieillissement, ce qu'il insuffle, sur le début de l'histoire de Gisèle et la fin de sa vie. Quand on travaille sociologiquement, comme je le fais sur le vieillissement, qu'on le pense comme un processus complexe qui sous-tend tout un ensemble d'expériences individuelles et sociales, des transactions identitaires, des moments de rupture, d'interaction, des situations de vulnérabilité et de fragilité et des moments de rebond, eh bien, ce film se révèle comme ces données de terrain difficilement accessibles, car, il faut le dire, rarement observable en tant que tel, rarement conscientisé pour pouvoir être pleinement exprimé. Derrière le processus d'avancée en âge, ce film permet de percevoir une navigation temporelle où se succèdent des états de corps, des prises de conscience, des remaniements physiques et psychiques et des déplacements. Il nous permet de saisir les transformations silencieuses, au sens de François Julien, je vais y revenir. Une métamorphose donc lente, imperceptible. Loin des représentations sociales qui ne voient le vieillissement que comme un processus de perte et de dégradation progressive, le travail de l'image et la parole de Gisèle, au fil du temps, permet de comprendre que ce processus est un apprentissage. Il ne peut être entièrement anticipé. Il côtoie le prévisible et l'imprévisible. Il se construit dans un avenir dont on connaît l'issue. Tout le monde y passe, nous dit Gisèle. Et cela implique de faire face. Cela implique de rebondir à chaque chute, à chaque épreuve, avec dignité et autant que possible de rester autonome. Relever ce défi de l'avancée en âge est possible par la présence, la bienveillance et la compréhension de l'entourage, les enfants, les proches, les professionnels. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur le fait que c'est bien Blandine, la fille de Gisèle, qui a été toutes ces années derrière la caméra, puis devant, filmant une réalité, accumulant des traces, des souvenirs, accompagnant sa mère avec son frère jusqu'au bout. C'est donc un film qui porte aussi sur l'aide et l'ensemble des dilemmes et épreuves qui s'imposent à l'entourage. Depuis 2022, nous avons engagé une discussion avec Blandine car ce film a marqué notre rencontre. Elle, documentariste, moi, sociologue de la vieillesse et du vieillissement, toutes deux stimulées intellectuellement par ces questions, toutes deux aidantes de nos proches, âgés et vieillissants. Nos trajectoires et nos regards se croisent désormais et entrent en résonance, me permettant finalement de sortir aujourd'hui d'une démarche de recherche scientifique classique et de se nourrir mutuellement. Alors on souhaite vous inviter à contribuer à cet échange, à le nourrir à votre tour, car il nous semble que ce film représente une expérience sensible, notamment celle de ressentir le temps passé et ses effets. Et c'est bien là, dans cette expérience sensible, que se trame un questionnement autour de la fin de vie.
Cette invitation, eh bien, on l'a pensée autour de 3 pistes que je vous soumets rapidement pour laisser la parole à Blandine. D'abord, l'expérience de l'institutionnalisation, qui en dit long sur les différentes épreuves qui jalonnent cette période, quitter le domicile, une décision à prendre plus qu'un choix, et qui a de nombreuses conséquences qu'on perçoit dans ce qui aurait pu s'appeler l'inventaire. L'importance du tri, l'importance des objets que l'on garde, ce que l'on donne, ce que l'on veut transmettre et ce que l'on veut emporter avec soi. Ces objets, on le voit dans le film, ils ont des fonctions sociales. Porteurs d'un récit de vie, ils sont dotés d'une valeur qui les transforme en monuments, comme le montre Perla Serfati-Garzon. Être attentif à cette matérialité, à ces objets du cœur, pour reprendre l'idée du sociologue Frédéric Ballard, c'est appréhender une mémoire qui s'active, qui se narre. C'est aussi accéder à une identité, celle de femme, celle de mère, celle d'épouse, mais aussi à une identité de classe. Autant de marqueurs sociaux qu'il importe de ne pas oublier lorsque la vie en institution se réduit à l'espace d'une chambre. Ces objets délimitent à leur façon un chez-soi. Deuxième piste, ce film, par son titre, fait un choix très clair. Ce n'est pas un film sur la fin de la vie. C'est un film qui cherche à insister sur la vie dans le vieillir et dans le mourir. La vie à chaque instant et jusqu'au bout. C'est un film attentif au mouvement plus qu'à la destination. Il porte en lui une philosophie qui n'est pas celle qui a construit le monde occidental, marquée par la question majeure de la destination de notre existence et donc de la mort. Les travaux de François Julien montrent que cette conception philosophique européenne nous rend aveugles au mouvement. Elle ne voit pas la transition, mais la fin. Et ce faisant, passe la vieillesse, ce moment de la vie, sous silence. Le film résonne avec cette approche car il rend précisément visibles ces transformations silencieuses et donne à les penser. La vieillesse redevient un moment de vie, une vie à accompagner et qui interroge. C'est quoi être accompagné dans la vie, dans la fin de vie en institution? Quelles sont nos représentations de la vieillesse dans cet accompagnement? Quelle place laissons-nous au rebond, à l'émancipation au sens de liberté, chère à Gisèle, au mouvement, finalement, à un autre rapport au monde? Enfin, et dernière piste que je vous soumets, et je reprends de nouveau les mots de François Julien, il y aurait donc tant à apprendre de ce passage du vieillissement. C'est là tout l'intérêt de ce film. Il nous semble constituer un héritage dont il faut s'emparer. Dans cet accompagnement de la fin de vie, dans cette aventure de vie, Gisèle nous apprend à vieillir. Elle se prend d'ailleurs à ce jeu au fil du tournage. Elle nous montre comment elle apprivoise le passage du temps. Elle nous dit « il y a des choses que je ne peux plus faire, que je fais moins bien, que j'ai moins envie de faire ». Dans ce passage du temps s'engage un décalage entre le corps et l'esprit, le corps et le désir. S'expérimentent les stratégies, l'intérêt de ralentir, l'intérêt de la lenteur, l'importance d'entrer en résonance avec le monde, prendre le temps de s'émerveiller, accepter sa vulnérabilité, déléguer à l'entourage une partie de son autonomie qui laisse encore de la place à une autonomie décisionnelle qu'il s'agit d'être capable d'entendre. Toute la question est de mesurer quelle place la société dont nous sommes aussi les acteurs laisse à cet espace d'expression du sujet et du citoyen vieillissant. Changer le regard dépréciateur de la société sur la vieillesse, extirper la figure du vieux qui ne sera pas notre semblable, passe par une transversalité des approches. Par la production d'objets de sensibilisation, ce film, on rend compte de cette transversalité. On donne la parole à tous les acteurs, y compris les premiers concernés, les personnes vieillissantes. Merci beaucoup Aline. Je tenais à remercier aussi la plateforme pour avoir permis à ce moment-là d'exister, ce moment sensible d'exister dans ce cénacle-là, où je me sens un peu comme une béotienne, ni franchement universitaire, ni franchement soignante, mais finalement, à vous écouter, je me rends compte que précisément cette question de la transversalité des approches, elle est absolument fondamentale et qu'un objet sensible
comme peut l'être un film, ça peut aussi permettre, en tout cas ça nous a permis cette rencontre avec Aline, et j'espère que ça peut en amener d'autres. Voilà, et je voulais aussi vous remercier d'être là pour votre présence, parce que, pour être rapide, mais ce film a donc été produit, il a été diffusé sur une chaîne de télévision. Alors c'est génial la télé parce qu'on rentre dans les salons et les cuisines, sauf que je n'ai pas l'humain en face de moi, et c'est intéressant d'avoir aussi votre retour, voilà, ému, pas ému, tout ce que vous voulez, et les questions que ça vous amène à vous poser. Donc je vais être assez courte pour vous donner cette parole. Donc 3 rebonds. Le premier, donc, sur cette question de la matérialité des objets. En effet, c'est un moment de bascule, hein, du film. Un moment de bascule où la vie est en désordre. Elle est éparpillée, je dirais symboliquement, elle est éparpillée sur le tapis avec cette masse, de choses, d'une histoire de vie qui se retrouve là un peu dans un bric-à-brac. Et donc les souvenirs qui se bousculent, les objets aussi, on perçoit bien, en tout cas peut-être l'avez-vous perçu, ce plan où, alors je rappelle, comme Aline vous l'a déjà signifié, c'est du direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, bon, bien sûr le montage, on peut jouer d'un certain nombre d'artifices, pour autant on n'est pas dans la fiction, on est dans l'écriture du réel. Le plan de face fixe où on voit ma mère, le visage assez fermé, et où on entend mon frère qui est en l'occurrence au téléphone avec un déménageur pour essayer de dispatcher l'ensemble des meubles. J'insiste pour dire que là, c'est pas du montage, c'est du direct. Donc ma mère est dans cet état-là, un peu très fermé. Hein. Et cet accompagnement, il commence à ce moment-là. Pour l'aider, enfin, comment choisir ? Et cette question du choix, elle va se poser de plus en plus de manière aiguë, parfois difficile, parfois même impossible, jusqu'au bout de la vie. Être libre, être indépendant de ses choix, rester acteur de sa vie, c'est une question, en tout cas, qui s'est posée dans cet accompagnement. J'ouvre juste une petite parenthèse. Tout ce que je dis là, ce n'est qu'un point de vue subjectif. Je ne suis absolument pas du tout dans une forme de généralisation ou d'un discours qui viserait à objectiver quoi que ce soit. C'est un point de vue, c'est une histoire singulière. Je referme juste la parenthèse. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est que finalement, dans cette question du choix nécessaire de ces objets, elle énonce aussi quelque chose que j'avais jamais entendu auparavant sur le manque de son mari décédé. J'ai jamais, en 40 ans ou 35 ans, entendu ma mère dire « papa me manque ». Jamais. Et à ce moment-là, quand il y a un tri, enfin, vous avez bien compris ce moment difficile, et là, elle a cette phrase-là. Donc, je l'interprète comme ce moment est un véritable moment d'ébranlement affectif. Et oui, qu'il s'agit d'accompagner, bien sûr. Alors, j'ai fait le choix au montage de me centrer sur des objets finalement superflus, enfin, qu'on pourrait penser comme étant superflus. Il s'avère qu'ils ne le sont pas, en tout cas pour elle, parce qu'ils la représentent. Il raconte quelque chose de son identité, de son existence, de femme qui va traverser la terre pour aller en Polynésie et que c'est son baptême de l'air. Ça peut être en effet certains vêtements dont elle va devoir se séparer à regret et qu'elle va embrasser délicatement. Tous ces objets-là et qui la représentent,
qui l'identifient et qui vont l'identifier ensuite dans un espace qui est celui de l'institution, du collectif, et qui vont donner une couleur singulière à sa présence, à son existence. Voilà ce que je pourrais dire sur ce premier rebond, parce que c'est vrai que par rapport à l'institution, on est dans le champ du collectif, de la norme. Donc comment exister dans cet espace-là, d'où les objets. Ça, c'est ce premier rebond. Le second rebond, je vais essayer d'aller vite. Hein. Voilà, ça, bon. Second rebond, c'est quoi être accompagné dans la vie, dans le contexte d'une vie en institution. 2 réflexions me sont venues. La première, ça part d'une anecdote. Dans pas mal de projections, j'ai eu cette question que j'ai trouvée assez incongrue, mais finalement, je l'entends. De quoi est morte votre mère ? Et ma réponse, c'est elle est morte du temps qui passe, de l'usure, du vieillir. Faut-il qu'elle soit morte de quelque chose d'autre que de vieillir, parce que le vieillissement, c'est aussi une mise en lumière de la mort, de cette certitude absolue qu'est la mort. Ce qui m'a fait penser que le vieillissement, ce n'est pas une maladie qui n'arrive qu'aux autres, comme le dit très justement ma mère d'ailleurs. Ça arrive à tout le monde, enfin, et de par notre condition d'humain. Donc c'est vraiment un processus naturel. Et je me suis dit, au fond, on ne parle plus tellement, alors vous allez peut-être me contredire, de mort naturelle, sauf pour la distinguer d'une mort suspecte. Mais qu'au fond, là, oui, le vieillissement, il ne se guérit pas. Donc comme il ne se guérit pas, comment on accompagne ? Et ce que je pourrais en dire de manière très modeste, et encore une fois, ce n'est que mon point de vue, que ce vieillissement, il s'accompagne, il s'écoute, il se regarde, il s'observe, il se comprend, il s'apprend peut-être un peu. En tout cas, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film. Je pourrais éventuellement, si vous le souhaitez, vous en dire quelques mots sur l'intention, parce que c'est un film quand même que j'ai mis 18 ans à faire, et l'intention initialement, je n'avais pas l'intention de faire un film sur le vieillissement. Donc voilà, cette question finalement où je me suis dit, mais le vieillissement, dans sa nécessité d'articuler ce fameux care et cure, ça pourrait presque être un modèle de réflexion par rapport à tout ce dont vous avez brillamment parlé jusqu'ici, à savoir la médecine palliative, l'accompagnement de fin de vie. Mais au fond, le vieillissement est un modèle, j'allais dire, pur pour penser ces questions-là. En tout cas, je lance comme ça une piste sur la question de la médecine humaniste et d'une approche relationnelle du soin. Deuxième réflexion sur un accompagnement sur mesure et toujours flexible qui vient se mettre un peu en tension avec l'espace de l'institution et l'uniformisation et la normalisation. Donc ça, c'est aussi une question qui est très compliquée parce qu'elle va aussi mettre en tension celle du choix et quelle place a le sujet en tant que sujet dans ce type de lieu ou de la résidence autonomie, où là on est encore, j'allais dire, dans une singularité pour aller jusqu'à l'EHPAD, où là ça devient beaucoup plus compliqué. Et finalement, ce que ce film propose, ce que j'ai essayé en tous les cas de faire, c'est de proposer un espace de parole. Même quand les mots ne sont plus là, de proposer un espace d'expression en me disant que
le récit de soi, ben voilà, il peut se faire de plein de manières différentes, raconté avec les mots, bien sûr, mais il y a aussi d'autres dimensions possibles et qui sont possibles de mobiliser pour rendre le vieillissement, j'allais dire, comme un enrichissement quelque part, ou quelque chose qui peut être aussi transmis, donné. Voilà. Sur le troisième élément qu'Aline a évoqué, sur l'apprentissage, ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire à chacun son rythme. Que faire de sa vie à la fin d'une vie? Comment apprendre? Comment on apprend la perte d'autonomie? On apprend l'autonomie quand on est enfant. Comment on va apprendre quand on est adulte, âgé, à la perdre? Qu'est-ce que ça suppose, ça? Moi, franchement, c'est une question qui m'a rendue complètement dingue, en fait. Parce que l'institution a eu tendance, en effet, à ne plus considérer le sujet en tant que tel, libre de ses choix, etc. Donc, voilà, qu'est-ce que ça suppose? Comment ma mère va mobiliser de nouvelles sources de satisfaction, quand bien même elle va devenir dépendante? Et là, je ne vais pas développer sur le mot de la dépendance, qui est quand même un attribut purement négatif. On pourrait aussi en parler. En tout cas, dans cette question de l'apprentissage, elle apprend et elle m'apprend. Elle évoque la perte de capacité, je ne peux plus faire, je fais moins bien, j'ai moins envie d'eux. Elle ne le dit pas dans le film, mais elle me l'a dit, sa dernière demeure, elle a bien saisi que sa dernière demeure serait cette EHPAD, cette chambre d'EHPAD. Donc c'est en cela qu'on pourrait parler d'apprentissage, peut-être l'apprentissage d'une forme d'acceptation de la réalité, imposée par un corps qui ne répond plus aussi bien, un corps qui devient bruyant, de douleur, de résistance, l'acceptation de sa vulnérabilité, qui va impliquer qu'elle concède précisément une part de son autonomie à l'autre, aux soignants, aux proches, mais cela ne va pas l'empêcher d'exprimer des préférences. Voilà. Et ça, je dirais quasiment jusqu'au bout. En tout cas, c'est dans cette marge assez infime de ce que j'ai appelé le « encore possible », qu'elle va exister comme sujet, qu'elle va résister au statut d'objet que l'institution et la société tout entière tendraient à la réduire. Donc ça passe par le dire, bien sûr, pouvoir dire non, j'aime pas, décider de prendre un petit déjeuner beaucoup plus tard, choisir de porter tel ou tel vêtement, d'écouter telle ou telle musique. C'est refuser finalement que ce que je n'ai plus prenne le pas sur ce que je suis dans le regard des autres. Et pour terminer, je voudrais vous livrer une anecdote que j'ai livrée de manière, comment dirais-je, en aparté. Dans ce dire, justement, ma mère, qui est quasiment aphasique, et va avoir ces mots, je vous les livre textuellement, « J'aimerais voir autre chose ». Elle est dans son lit, elle ne bouge plus, elle n'est plus levée, pour des raisons qui tiennent aussi bien à des questions organisationnelles qu'à des questions purement, je dirais, médicales. J'aimerais voir autre chose. Son souffle est court, mais les mots disent. Et donc, bien sûr, ça m'a bouleversée. Et à ce moment-là, j'ai fait en sorte qu'elle soit levée et qu'elle voie, en effet, autre chose. Ce qui m'obsédait, c'était justement son point de vue. C'est pour ça que j'ai casé comme j'ai pu la caméra derrière ce lit médicalisé pour essayer de faire ressentir, et pour moi-même aussi d'ailleurs, c'est quoi son champ de vision, son point de vue. Il commence où? Il s'arrête où? Et c'est ça tous les jours. Donc j'aimerais voir autre chose
prend en effet tout son sens. Pour terminer, tout ce qui n'est pas verbal et qui peut aussi exister dans cet encore possible. Je pense au carnet de sensorialité qu'évoque Éric Fiat, avec beaucoup de poésie, en faisant référence à l'âme sensitive, quand il écrit « Tant qu'on est vivant, les parfums peuvent faire frissonner nos narines, les musiques nos tympans et les goûts nos papilles. » Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour Joachim Prudhomme, je suis gériatre à Rennes et je suis postdoc à l'INED. Déjà, merci beaucoup pour ce documentaire que j'ai trouvé très émouvant, sachant que même quand on fait 10 ans de gériatrie, en fait, on arrive encore, et je pense que c'est une bonne chose, à se faire cueillir par l'émotion quand on a fait tomber la blouse. Et tout ce que je vais dire maintenant, c'est plus du domaine de l'expertise et plus pour donc sachez en tout cas merci beaucoup, c'est vraiment très très beau, et puis aussi de votre savoir expérientiel que vous nous partagez, merci beaucoup. Et c'était juste pour revenir sur des choses peut-être qui sont plus partagées dans l'Assemblée au niveau individuel et collectif, parce que globalement en gros on revient sur la question des choix contraints, et je pense aux sociologues notamment, donc il y a Vincent Karadec, Bernard Hennuyer, et puis plus avant Durkheim, etc., qui montraient ça, et que finalement les gens c'est plus une histoire de non-choix que de choix, où et fonction de différentes variables, les classes sociales, les classes d'âge, les classes territoriales, etc., on a plus ou moins de choix là-dedans. Et au niveau collectif, de se dire que ouais, en fait, c'est des choix collectifs plus ou moins définis, auxquels les individus participent plus ou moins, et finalement ceux qui ont vraiment les clés, ils sont peut-être pas très nombreux, et que finalement au quotidien on fait un peu avec ce qu'on peut, hein, comme dirait Chantal Jacquet, la disciple de Bourdieu, c'est pas je veux donc je peux, mais je peux donc je veux, quoi. Et pour avancer encore un peu, on peut dire mais finalement quelles pourraient être les opportunités d'évolution. Alors je pense notamment aux structures, parce que là, et je parle de façon plus générale, c'est que c'est pas seulement la question du vieillissement, en fait c'est la question du handicap dans le grand âge, du handicap locomoteur, psychocognitif, voire neurosensoriel, et donc du polyhandicap, voire du cumul de précarité avec des précarités sanitaires et ou sociales. Dans le documentaire, on parle du coût aussi financier, bien sûr, mais du coût psychologique, bien évidemment, et du coût organisationnel, les transports, etc., la distance avec la famille, son domicile propre. Et donc on pourrait avoir une approche domiciliaire et de soins palliatifs, donc centrée sur le confort, le bien-être, donc la douleur, j'entends bien évidemment, mais aussi globalement le bien-être psychique. Mais on pourrait aller encore un peu plus loin en se demandant, mais finalement, pourquoi l'EHPAD ? Et c'est pas parce que donc, je suis dans l'équipe de Dominique Somme que je promeux forcément ça, mais c'est pas forcément, je suppose que je suis pas neutre. Mais globalement, c'est des choix sociétaux. J'ai plutôt l'impression que c'est plus vraiment des choix actuellement, puisque les gens qui sont en EHPAD actuellement, c'est plus du tout les mêmes personnes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Et peut-être qu'il y a eu une époque où on se rapprochait beaucoup plus du foyer logement, de la résidence autonomie, mais qu'actuellement, donc, les gens rentrent à 85 ans en moyenne, ils ont en moyenne 6 maladies à stade évolué, en situation de polyhandicap, l'âge médian de vie, etc. Donc voilà, ça n'amène pas forcément de réponse, mais c'est plus et un aller-retour entre l'expérience clinique et de ce que je sais sur le plan, voilà, de ce que j'ai lu. En tout cas, merci beaucoup et bravo pour ce que vous avez fait. Alors, je rejoins le collègue, merci. Vous disiez déjà notre ressenti. Moi, mon ressenti, c'est beaucoup de tendresse dans l'image, dans la manière de filmer, etc. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous touche, qui est agréable, parce que on n'est pas que des universitaires, des chercheurs, etc. On est aussi des aidants, des proches, des personnes de famille. Et donc, on a vécu des choses qui sont peu ou prou similaires. Et c'est vrai que forcément, ça touche d'avoir cette tendresse. Bon, au-delà de ça,
Vous parliez de la question de la matérialité des objets, et moi, ce qui me marque, en fait, en tout cas, le mot qui m'est venu à l'esprit un peu tout le long, c'est la dépossession. On est dépossédé, mais initialement, je ne pensais pas à dépossession de choses matérielles, mais dépossession de son autonomie. Et ensuite, quand vous avez posé la question de l'axe sur un mode beaucoup plus matériel, moi, je me suis dit, finalement, dans quelle mesure la dépossession de l'autonomie n'est pas traduite physiquement par cette dépossession matérielle. Simple réflexion qui est peut-être complètement à côté de la plaque, mais en tout cas, je vous donne mes réflexions, pêle-mêle. Quand vous parliez de la mort naturelle, alors là, c'est quelque chose que moi, je constate énormément en tant que médecin de soins palliatifs, c'est que la mort n'a plus le droit d'être naturelle. En soins palliatifs, nous, notre travail, il est le travail de la complexité. Dans la prise en charge de la fin de vie, certes, mais le travail de la complexité. Et la fin de vie normale, naturelle, telle qu'elle a toujours été, ce qu'on appelle, nous, des petites flammes qui partent comme ça, en petites flammes, on cherche à le médicaliser et à le rendre anormal, à le sortir d'un moment social qui a toujours été vécu. Et aujourd'hui, on essaye de lutter contre. Par contre, il y a quelque chose, il y a un mouvement autour de ça qui refuse la normalité de ce moment-là. Alors j'entends, quand on est dans les situations qu'on prend en charge habituellement en soins palliatifs, des patients qui sont extrêmement douloureux, symptomatiques, mais ce n'est pas la majorité des morts, en fait. Et aujourd'hui, on est en train de nous mettre ça. Ça se voit aussi dans certains textes de loi qui, à l'approche du mourir, il faut médicaliser. Mais non. Voilà. En tout cas, ça, c'est ma réflexion personnelle. Et la dernière, sur tout ce que vous disiez de qu'est-ce qu'on apprend du passage du vieillissement, ce genre de choses, l'apprentissage de la perte d'autonomie, ça m'a fait la réflexion par rapport aux cliniciens. Cet apprentissage au niveau social, etc., il existe. Au niveau du clinicien, très souvent, en fait, on ne crée pas, il n'y a pas d'apprentissage parce qu'on essaye de se protéger. Et je trouve que la protection, elle passe par deux choses. Une chose qui est limite, une chose qui est, à mon avis, pire. Le limite, c'est la normalisation. C'est normal. Et le pire, c'est la banalisation. Et c'est vraiment des mouvements psychiques qu'on a. Voilà. C'est tout ce que je souhaitais partager. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Bonjour. Andrea Tarou, je suis médecin en soins palliatifs et c'est juste une remarque comme ça, mais du coup ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, cette question du vieillissement, et ça m'y a fait quand même penser ce documentaire, pour moi le vieillissement, on ne peut pas le réfléchir sans intégrer la société et la communauté. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu interpellée dans votre documentaire, c'est cette question. Enfin, je me pose toujours la question d'à quel niveau on met la communauté. Je trouve que dans notre société actuelle, ça a très peu de place. Et la question du choix contraint, je trouve que c'est imposé aussi par ça, par l'absence de communauté, et au niveau société aussi, à quel niveau on place, quelle place on donne au vieillissement. Et voilà, c'était juste cette remarque-là. Je vais me permettre juste de réagir parce qu'effectivement, c'est important ce que vous dites. C'est la question du choix. J'ai parlé de décision en réalité. Et cette décision, l'important, c'est de voir les ressources qui existent, les ressources relationnelles, les ressources économiques, les ressources culturelles, toutes ces ressources, en fait, qui viennent supporter une décision. On voit bien dans ce film que cette décision, ça relève véritablement du choix contraint, en réalité. Ce qui est intéressant, c'est que on a pléthore d'enquêtes sociologiques qui nous permettent de comprendre dans quelles circonstances on entre en institution et tous les travaux d'Isabelle Malon, par exemple, autour de ces questions voilà, du choix contraint ou du choix raisonné ou du choix orienté, etc. Mais en réalité, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que ce sont tous les supports relationnels qui travaillent la décision. Et la question, c'est comment on respecte la personne dans ce qu'elle est véritablement, dans ce trajet vers un autre chez soi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont pensées
pour transformer la réalité des établissements qui accueillent des personnes vieillissantes, qu'on pense aux résidences autonomie ou d'autres types d'établissements type EHPAD, pour justement arrêter de considérer que ce sont des résidents. D'ailleurs, en visionnant le film avec Blandine, on se faisait la remarque que c'est violent en fait d'entrer dans un établissement pour y vivre et de devoir écrire sur une feuille résident. Aujourd'hui, on cherche à faire en sorte que les personnes se sentent véritablement chez soi, chez elles. On parle davantage d'habitants, mais on voit dans les discours quand même que même en essayant d'aller dans ce discours-là, on parle de prise en charge. Donc en réalité, oui, on dépossède d'une certaine façon le sujet en réalité. Voilà. Alors, ouais, je voudrais bien intervenir. Je ne voudrais pas lâcher les questions de fond qui sont abordées, mais je voudrais quand même dire un petit mot. Enfin, je ne sais pas si je à dire quelque chose de la forme, mais ce n'est pas toujours qu'on rencontre la personne qui a fait le travail, parce que des documentaires, et certains de très belle qualité, on peut les voir à la télévision, mais ce n'est pas toujours qu'on voit la personne qui les a fait. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir aussi la façon dont vous avez construit le documentaire, les petites images qui ont l'air de rien, mais qui disent tellement, les confettis qui s'envolent avec le coup de vent, qui donnent tellement à penser la précarité de l'existence. Vous, à côté d'elle, sur un banc, avec vos différentes morphologies et apparences, même de dos seulement. Et puis cette quand même belle image, hein. Moi, je suis très admiratif de ce que vous avez fait, de reproduire en début de documentaire et en fin de documentaire la visite au cimetière. Moi, je suis très, très admiratif de ce que vous osez mettre en scène de vous pour nous aider à nous identifier à ce que vous vivez. Et qu'on vit nous aussi dans nos vies respectives. Vous voyez, il y a quelque chose... Et le mot que je vais employer est un mot que je trouve très noble ici. C'est une certaine impudeur. C'est-à-dire d'oser dépasser la convenance et le convenable pour montrer quelque chose d'une crudité de ce que l'on vit dans la vie de tous les jours, qu'on garde souvent pour soi, parce qu'on n'est pas à l'aise avec ces questions-là, et montrer, je me permets d'y faire allusion parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais quand votre mère vous dit que, je ne voudrais pas trahir son propos, elle vous dit qu'elle se sent plus que seule, et elle dit qu'elle regarde l'heure. Et vous lui dites, mais elle passe vite cette heure. Et vous m'avez dit tout à l'heure, vous trouviez cette phrase tellement maladroite. Elle est aussi maladroite que des phrases qu'on dit tous, tout le temps, à des gens dans des situations comme ça, où on se rend compte que les mots peinent absolument à dire quelque chose. On fait ce qu'on peut. Et vous auriez très bien pu ne pas mettre cette phrase-là dans le documentaire. Vous auriez pu la cacher parce que vous n'étiez pas très fier de ce que vous aviez dit. Et pourtant, vous l'avez laissé. Et je vous remercie de l'avoir laissé. Parce que je trouve que c'est très important de nous montrer aussi que, on a beau être avec quelqu'un qu'on voudrait réconforter au maximum et rejoindre dans ce qu'elle vit, qui nous échappe beaucoup, on fait ce qu'on peut avec les mots qu'on a. Et c'est pour moi, vous voyez, tellement plus contenant, malgré la maladresse, qu'un autre passage que j'ai trouvé absolument insupportable, c'est quand elle est dans l'EHPAD et que visiblement il y a un documentaire télévisé qui est montré, où on entend, je ne sais pas qui, un homme politique, me semble-t-il, qui parle de dignité des personnes âgées, et puis qui a cette expression qu'on voit tellement caricaturale, parce que l'espèce de truc articulé, la personne âgée. Hein, on pense même plus ce qu'on dit, hein, la personne âgée, qui est toujours le parent de quelqu'un. Oui. Ça sort d'où ça? Depuis quand est-ce qu'on fait tous des enfants? Alors que justement, ce que je trouve très beau, c'est combien vous montrez que... Alors vous auriez très bien pu ne pas vous impliquer comme ça, parce qu'il y a des enfants qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Moi qui ai travaillé en hôpital gériatrique, j'ai vu des hommes et des femmes qui avaient des enfants, qui n'avaient pas toujours bien traité leurs enfants dans leur vie et dont les enfants ne tenaient absolument pas à venir rendre visite à leurs vieux parents, malgré le fait qu'on les informait qu'il n'y en avait plus que pour quelques jours vraisemblablement de vie. Voilà. Et puis terminer, je ne suis pas du tout vos propositions de thème, je suis désolé, mais, parce que c'est quand même la question de la dépossession que j'ai trouvé très intéressante qu'évoquait monsieur à l'instant. Ce que je trouve que vous arrivez à montrer,
Moi qui suis psychologue, j'y suis très sensible, c'est la question de la dépossession de soi. Il y a d'une part ce très beau geste où elle embrasse la veste qu'elle ne peut plus mettre. Voilà, je ne sais pas si c'est une veste de luxe qui a eu un investissement particulier, mais en tout cas, à l'évidence, pour elle, cette veste-là, eh ben, elle compte et elle embrasse cette veste comme on embrasse un petit enfant qu'on envoie à l'école, sauf que là, c'est une veste qu'elle va donner à quelqu'un d'autre. Et elle a quand même, à la fois quand elle trinque, parce qu'on la voit trinquer avec d'autres à l'occasion de ses anniversaires, à chaque fois, elle a un mot pour les autres. Vous lui souhaitez, je crois, une bonne santé. Elle dit oui, pour les jeunes aussi. Et puis quand elle est à l'EHPAD, c'est aussi à la santé des autres qu'elle trinque. On voit quelque chose d'une ressource psychique quand même très précieuse. C'est la place que l'autre a pour elle et que vraisemblablement, quand on se sent soi-même justement dépossédé de ses propres repères, si on est un peu en confiance et si on a de l'intérêt pour l'autre, il y a quelque chose là peut-être qui va tenir. Et voilà, sur cette question de la dépossession, qu'elle arrive à vous dire qu'elle ne se sent pas dans son état normal après son AVC. Elle titube, elle dit qu'elle a des peurs maintenant qu'elle n'avait pas avant. Voilà, moi je trouve que vous nous présentez ça avec une délicatesse et un tact si précieux pour... peut-être, c'est là où la question de l'apprentissage pourrait faire un peu... Enfin, je voudrais faire écho à vos propositions de débat. C'est comment on essaie d'apprivoiser ce qui quand même nous échappe tellement, même si on est tous là, des spécialistes dans nos champs disciplinaires différents et complémentaires sur le terrain, on a quand même affaire à quelque chose. On a beau voir les autres vieillir, on a beau les voir s'abîmer, on a beau les voir mourir. Chacun d'entre nous est tout seul dans l'aventure, quand même. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour ce retour qui m'émeut beaucoup. Oui, on est tout seul dans l'aventure. Je crois que c'est un psychanalyste qui a écrit en parlant de... Parce qu'il y a un effet miroir dans le film, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, plus ou moins, parce que je suis quand même dans un déni assez longtemps, jusqu'à ce que la caméra m'aide à regarder ce que je ne veux pas regarder. Et ça, c'est intéressant dans le geste cinématographique. Enfin, que représente ce tiers qui s'appelle une caméra dans ce que j'essaye de documenter. Parfois ça marche, parfois je suis en capacité de filmer et parfois pas. Et le parfois pas, c'est pas pour une raison technique, c'est parce que ce geste-là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas regarder cette réalité et je ne sais pas comment la filmer. C'est compliqué de filmer quelqu'un en perte d'autonomie. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure aussi en aparté, c'est je parlais de traquer la beauté. Traquer, c'est-à-dire essayer de la saisir pour montrer, dans l'écriture du réel, documentaire, on parle beaucoup d'éthique, bien sûr, de distance par rapport au sujet filmé, du lien qu'il y a entre le filmeur et le filmé. Et c'est compliqué de filmer quelqu'un. Alors en plus, c'était ma mère, mais je dirais que dans toutes les situations, c'est compliqué de filmer ces situations-là, un être humain dans cette situation-là. Et ce qui était important pour moi, c'était même dans la difficulté, de montrer cette vie ces légères oscillations. C'est un regard, une lumière, un geste, un petit objet. Voilà, c'est surgissement. Voilà. Du coup, je voulais parler, oui, on est seul. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, votre retour, oui, me touche beaucoup parce que c'est un film que j'ai mis 18 ans à faire, mais au fond, quand je dis à faire, de quoi s'agit-il? C'est qu'au départ, j'ai filmé ma mère, comme je le dis dans le film, pour garder une trace. Mais comme on documente des images de famille. Alors, avec quand même ce truc dans la tête, comme mon père est décédé, pour le coup, brutalement,
d'une crise cardiaque. Donc là, il y a cette espèce d'envie de la garder, en fait, de la regarder pour la garder. Et petit à petit, chemin faisant, le temps passant, en regardant les images, j'ai bien saisi que voilà, c'est des micro-déplacements, des choses à peine visibles. Oui, c'est ça que je voulais évoquer, l'oubli quotidien de nos métamorphoses. Et je trouve ça très, très beau, quoi. Non seulement très poétique, mais qu'on ne se voit pas vieillir. C'est compliqué de se voir vieillir, enfin, sauf à prendre une photo à un instant T et une photo de nous 20 ans plus tard. Mais même comme ça, je ne suis pas persuadée qu'on puisse conscientiser notre finitude et notre vieillissement. Mais c'est vrai que ce film m'a sans doute aidé à conscientiser, ou en tout cas à tenir debout. Ça, c'est sûr. Voilà. Pardon, je n'ai pas un propos forcément très construit. Je vais compléter par rapport à ce que tu dis, parce que c'est un axe fort, en fait. Et ce que tu dis, Benoît, sur apprivoiser le vieillir, c'est précisément un des messages, en fait, que j'ai perçu en regardant ce documentaire. Et un des premiers axes de discussion avec Blandine, c'est-à-dire à la fois un héritage que Gisèle laisse à ses enfants sur son expérience du vieillissement et tous les messages qu'elle laisse passer à un moment donné. Et on voit qu'elle se prend au jeu du film, voilà, qu'elle fait passer des messages. Et puis, je crois très sincèrement, un héritage pour toutes les personnes qui auront la sensibilité d'accueillir ce film pour ce qu'il veut dire. Et j'avais participé à un projet il y a quelques années à l'Université de Lille où on a monté une formation pour les retraités, pour leur apprendre à vieillir justement, dans une démarche biopsycho-socio. Et c'est précisément une demande, y compris des personnes qui sont déjà à la retraite, voire très avancées en âge après la retraite, d'être accompagnés dans cette expérience du vieillissement. On nous apprend à grandir, Blandine disait on prend son autonomie, on nous apprend à grandir, on nous accompagne dans tout un ensemble de projets, mais en réalité, effectivement, on est relativement seul dans cette expérience individuelle du vieillissement qu'on considère encore trop souvent comme naturelle et qu'on découvre au cas par cas. Voilà. Je crois que c'est vraiment un point important, en fait. On a besoin d'apprendre à vieillir. Bonsoir, Marie-Charlotte Bouesseau. Je fais partie du Comité consultatif national d'éthique et auparavant, j'ai travaillé longtemps à l'OMS où j'étais en charge du programme de soins palliatifs. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que vous montrez, comme ça a été déjà mentionné, comment des témoignages extrêmement personnels peuvent arriver à toucher tout le monde à différents niveaux, et je crois que ça a été bien exprimé déjà plusieurs fois, au niveau de l'émotion et très au-delà de l'émotion. Je voudrais revenir sur deux questions que vous avez déjà évoquées. La première qui est la question de l'apprentissage. Je me suis demandé, vous venez de dire à l'instant que c'est difficile de filmer, je me suis demandé si, à l'inverse, la caméra n'avait pas été finalement pour vous un moyen d'apprendre de votre mère ce qu'elle voulait vous transmettre, parce que si c'est difficile de filmer sa mère, j'imagine, c'est aussi difficile de la regarder. Et peut-être que cette caméra, mais j'aurais voulu avoir vos commentaires là-dessus, était le médium qui permettait ce regard croisé au fond. L'autre question, elle a déjà été évoquée, ça a à voir avec le rôle des objets, qui est très important dans votre film et qui est d'abord le lieu
de l'expression de ce qui reste d'autonomie, en tous les cas décisionnelle, puisque, en tout cas, dans la façon dont vous accompagnez votre mère, c'est elle qui choisit. Et bien entendu, cette petite bouteille avec un papier, bon, a priori, ce n'était pas forcément le plus important, mais le fait de lui laisser cet espace de choix, c'est, je crois, un message très clair sur qu'est-ce que c'est que l'autonomie quand on ne peut plus marcher et faire tout un tas d'autres choses. Donc, avoir aussi, alors là, peut-être une réflexion, y compris au niveau institutionnel, sur qu'est-ce qui est important de laisser de façon très concrète et même matérielle pour que les gens puissent exprimer leur liberté de choix au-delà des mouvements ou des mots qu'ils puissent dire. Et voilà, j'aurais aimé en savoir un peu plus là-dessus. On pourra poursuivre la discussion, je crois, mais pour vous répondre, enfin, rebondir sur ce que vous venez de dire, d'abord, merci pour vos remarques qui me touchent aussi beaucoup. Bien sûr, comme je parlais tout à l'heure de mon déni, quasiment jusqu'au bout, mais l'objet caméra m'a permis d'introduire une distance pour regarder ma mère vieillir. Sans quoi, sans cette caméra, j'étais je pense, été dans le déni beaucoup plus longtemps. Donc, en effet, la caméra est un tiers. Le deuxième élément que je voulais évoquer, et qu'Aline a déjà évoqué aussi, c'est que contre toute attente, et après son décès, puisque j'ai monté le film, ma mère était décédée, j'ai déroché, inutile de vous dire le nombre d'heures, d'images, de sons que j'avais, de sons seuls aussi, puisque j'ai enregistré par exemple tous les jours des conversations téléphoniques avec elle. Comment dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est terrible, hein. J'ai perdu le fil parce que je suis assez émue. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, en fait ? Ah oui, voilà, ça y est. Merci de me redonner le fil. Contre toute attente, en dérochant, je me suis dit, ah mais ma mère, bon, qui a été une partenaire dans le film, vraiment, je n'ai pas fait un film sur ma mère, j'ai fait un film avec ma mère. Parce que se laisser filmer dans le quartier, dans la ville, ma mère, jamais personne ne l'avait filmée. Bon. Et dans toutes les circonstances, elle m'a fait confiance, les yeux fermés, mais il y avait un pacte qui s'était scellé entre nous, tacite. Et en conséquence de quoi, au dérochage, j'ai entendu des registres d'expression et de paroles différents. Je m'explique, certains étant dans le quotidien, pris dans le quotidien, dans la conversation quotidienne, comme quand on se parle avec la bouche pleine de gâteaux apéritifs. Et un autre moment où j'ai compris qu'elle ne s'adressait pas qu'à moi, par son niveau de langage. Elle est dans un discours beaucoup plus construit quand elle me parle du vieillissement. Et là, il n'y avait pas de caméra qui tournait, on était uniquement au son. Et on est plus dans un dispositif d'entretien, quelque chose d'un peu moins pris dans le quotidien, justement, un peu plus de recul. Et donc, son niveau de langage est différent. Et là, elle est dans quelque chose de l'ordre d'une parole qui va être transmise et dont elle sait qu'elle va être transmise. C'est-à-dire qu'elle a conscience du film en train de se faire. Ce qui est un élément qui peut paraître comme ça anecdotique, il ne l'est pas du tout. Jusqu'au bout, ma mère, allongée dans son lit médicalisé, je lui demandais « Maman, est-ce que tu peux juste lever la main ? J'ai besoin de faire le point. » Elle ne parlait plus, elle ne bougeait presque plus, mais elle levait la main, elle entendait très très bien.
et elle la laissait le temps que je fasse le point. Donc elle avait bien conscience de ce film et de, sans doute, elle ne l'a pas vu monter, mais de l'importance que ça pouvait avoir. Et je vais juste terminer sur une petite anecdote. J'ai 1 minute. Il y a une séquence que j'ai, enfin une séquence, c'est même un plan que je n'ai pas, enfin il y a plein de plans que je n'ai pas mis dans le film, mais il y a un plan où je me suis dit, justement, sur ces questions de distance et d'éthique, là, j'ai franchi la ligne rouge. Je me suis, mais je l'ai senti même en le faisant. Je vous explique. Donc, elle est allongée, comme vous l'avez vu. C'est vraiment, elle est à la fin de sa vie. Je lui mets mon ordinateur portable. Je voulais faire une mise en abîme, mais voyez comme quoi, parfois, une intention de faire un effet de style, c'est pas juste, en fait. Donc je lui ouvre l'ordinateur portable et je lance une séquence qu'on voit d'ailleurs dans le film quand elle est dans le parc, au bord de l'eau, où on marche, etc. Et moi, je la filme en train de se regarder, voilà. Et là, quand je vois l'image que je suis en train de faire, je lui dis, maman, est-ce que je te fais du mal en faisant ça? Elle ne sait pas trop et j'arrête. Et je me dis, là, j'ai franchi la question de l'éthique et de la distance. Voilà. Merci à vous. C'était extrêmement intéressant. Merci également à l'auditoire.